Bonjour Joseph Mouchnik. Merci de m'avoir accepté pour t'interviewer autour de la poésie. Donc, tu as commencé la poésie quand, à quel âge? La poésie, j'étais tout petit à Buenos Aires. En fait, j'avais 7 ans, 8 ans peut-être, ou 9 ans. J'avais une maison avec un grand patio à Buenos Aires. J'ai regardé les étoiles. J'avais l'impression que j'ai voyagé dans les étoiles. Et voilà, ça c'était les premières expériences poétiques, plus que de la poésie. Après, je me rappelle, je m'endormais dans le patio, mon père me prenait et m'amenait au lit après, je me réveillais au lit. Mais cette expérience, disons un peu de l'enfance, c'est ce qui après m'a poussé à donner des mots aux sensations, non? Parce que c'est un peu ce que c'est la poésie, c'est de mettre en mots les émotions, non? C'est ça. Les poèmes, plutôt. La poésie, c'est la vie. Les poèmes essayent d'attraper un peu des poésies de la vie et la mettre en mots, la mettre dans un poème. Et parfois, l'émotion se résiste. C'est pour ça que les poèmes n'arrivent pas toujours à exprimer 100% de la poésie de la vie. Les poèmes, c'est toujours une approximation. Ils ont une œuvre inachevée. On peut dire ça. Première publication d'un poème ou d'un recueil, c'était quand? Ça tombe bien, la première publication, c'était un vieux recueil que j'ai publié à compte d'auteur au Costa Rica, qui s'appelle 15 poèmes pour la paix. Et donc, c'est intéressant parce que c'est maintenant, on dirait qu'à l'époque, j'avais un poème qui s'appelle Hiroshima dans ce recueil, qui après il a été traduit en beaucoup de langues, et que maintenant on me le demande un peu de partout, parce que c'est cette question de la paix qui revient toujours comme une question essentielle pour l'humanité, et on le voit que c'est jamais résolu. C'est jamais résolu, quelque part, l'homme, comme on dit, c'est pas moi qui le dis, c'est déjà écrit, est toujours le loup pour l'homme même. Et on continue à se manger entre nous. Donc ça, c'est mon premier recueil de poésie, 15 poèmes pour la paix, édité à compte d'auteur en Costa Rica. Et tu es d'origine argentine, d'Argentine. Je suis d'Argentine, de Buenos Aires. Oui. Et tu écris en espagnol. En espagnol. En espagnol d'Argentine, disons. Oui. Ça, c'est... oui. Tu écris en français aussi ou seulement en espagnol? Non, j'ai des poèmes, des bouquins, des ouvrages traduits en français, mais j'écris en français, mais pas les poèmes, disons. J'écris d'autres choses en français. Comme je suis aussi des métiers anthropologues, j'écris des rapports scientifiques, etc., en français. Mais mon rapport avec la poésie, c'est différent. C'est quelque part, c'est les mots qui sortent carrément des tripes. Donc c'est difficile je sais pas pourquoi. Je pourrais écrire en français, peut-être. Il faudrait peut-être, à mon âge, faire le test, commencer. Mais bon. Mais j'ai tendance à écrire plutôt en espagnol. Comment tu écris tes poèmes? Comment j'écris les poèmes? Et en général, c'est une bonne question ça, parce que les poèmes, tu n'es pas poète à 100%. Tu n'es pas tout le temps poète, disons. Donc il y a des moments où il y a une chose qui te touche, et qui te frappe, te donne une émotion. Donc dans ces cas-là, tu gardes cette émotion. Parfois, si j'ai parfois des carnets de notes, je note quelques mots qui me viennent de cette émotion, et après je travaille ça. Non? Ça peut être des choses très diverses. Ça peut être, par exemple, un jour, je suis à Montpellier où j'habitais un certain temps, je sors de chez moi le matin, 7h du matin, peut-être première lumière de la journée, et je vois à côté de chez moi un monsieur qui cherche dans sa chaussure quelque chose, un clochard, et avec la poubelle renversée. Et de la poubelle sortaient des vieilles photos de famille, et tu vois les photos couleur sépia. Bon, tu sors le matin de chez toi, tu vois une scène comme ça, et tu restes carrément cloué, quoi.
la poubelle n'était pas lui, mais il y avait des photos, couleur sépia, des vieilles photos de famille qu'on voit que quelqu'un l'a jeté. Et donc, voilà, tu sens une émotion, tu prends quelques mots, tu écris, et après, tu fais les poèmes. Et voilà. Les auteurs qui t'ont marqué, Les auteurs qui t'ont marqué. qui m'ont marqué. Bon, moi, je suis, qu'est-ce que j'ai inspiré ou marqué par plusieurs courants. D'une part, des poètes latino-américains, et comme Vallejo beaucoup, les péruviens, Girondo, l'Argentin, et donc Roberto Juarros aussi d'Argentine. Ça, c'est des poètes, disons, de chez nous, on peut dire. Mais aussi par famille, parce que moi j'ai une famille d'origine plutôt russe, ukrainienne. Donc, ma famille est Mouchnik. Mouchnik, c'est un nom d'origine russo-ukrainienne. Et donc, j'ai un oncle, c'est-à-dire un frère de ma mère, qui était poète en Russie à la vieille époque de Mayakovsky, etc. Lui, il n'a pas émigré en Argentine, lui, il est resté en Russie. D'ailleurs, il a toutes ses œuvres là, il est dans les bibliothèques, etc. Donc les courants des poètes russes aussi m'ont marqué. Et Anna Akhmatova, et voilà, les grands poètes russes de cette époque-là. Alexandre Blok, bien sûr Mayakovsky, toute cette poésie russe de cette époque. Et comment ça s'appelait, Tsvetaeva aussi. Et tous ces poèmes russes que j'essayais parfois de lire en russe. Bon voilà, mais je me faisais de la traduction. C'est une courant poétique qui m'a marqué beaucoup, et bien sûr aussi la poésie française quand j'étais jeune, c'était aussi la poésie française qui était en rupture, non, à l'époque. Rimbaud, bien sûr, qui n'a pas été marqué par Rimbaud, qui l'a eu Rimbaud, reste marqué, voilà. Donc, et la poésie française de l'époque aussi des surréalistes, disons, René Char, Desnos, non, bien que René Char, c'est de l'époque surréaliste, mais il n'est pas surréaliste. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et ou hispanophone? Je ne sais pas si je peux dire que j'ai une pensée. Je n'ai pas une connaissance. Si tu le suis. Je n'ai pas une connaissance assez étendue pour dire qu'est-ce que je pense. Mais je crois que il y a peut-être, disons, toujours il y a un phénomène technique dans la diffusion de la poésie, parce que la poésie, à l'origine, ou les poèmes plutôt, étaient faits pour mémoriser, même avant l'écriture. Les poèmes n'existent pas parce qu'on a envie de rigoler, ils existent comme un besoin. On faisait un poème pour les forgerons, quand ils travaillaient le fer, un poème pour les vignes, un poème pour soigner les enfants. Tout était des chants en forme de poèmes. Après, il y a eu l'écriture. Ça changeait beaucoup. L'écriture, ça change beaucoup. Donc, le support technique a quelque chose à voir. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui a une influence importante, c'est l'Internet. Je dirais que ça, c'est... Donc, où il faut voir, je ne pourrais pas parler de l'influence de manière conceptuelle, mais je constate qu'il y a une grande prolifération de textes poétiques, de toutes sortes. Alors là, ça pose une question de qu'est-ce que ça va donner tout ça. Parce que je ne pense pas qu'il y a un style poétique qui dit ça c'est la poésie. Moi je ne suis pas pour ce débat. Ça c'est la poésie, ça c'est pas la poésie. Je pense qu'un poème, il est bon quand on arrive à émouvoir le lecteur. Si j'ai lu un poème et je suis ému, il est bon. Voilà, c'est ça ce que je pense. Mais après, bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses sous forme de poèmes qui circulent dans les réseaux, etc., que ce n'est pas la vraie poésie. Voilà. Donc je suis pour la diversité, mais en gardant une certaine qualité de l'écriture, et les poèmes doivent aussi travailler le langage, qui est une des grandes batailles qu'on a aujourd'hui. Les poètes doivent s'engager dans cette bataille du langage. Une des grandes questions qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on nous vole les mots. Les mots liberté, les mots démocratie, les mots justice, tout ça,
disons, parce qu'ils Et donc là, les poètes doivent travailler à cette bataille du langage. Et c'est vrai que, voilà, il y a quelque chose à voir si la poésie moderne, je dirais, en général, arrive à entrer dans les défis, je pense, qui posent le temps moderne. Que c'est cette espèce de capture du langage par les pouvoirs politiques, disons, avec tous les systèmes d'appropriation de la vérité, et par les médias, et aussi avec les phénomènes, qu'on disait, de la diffusion par Internet, etc. Je pense que le support technique est lié aussi à l'écriture, à la diffusion, au style, et la rime. Quand on a cassé la rime, on n'a plus de rime. Quand est-ce qu'on n'a plus de rime? Quand on n'a plus besoin de mémoriser. Parce qu'avant, on avait besoin de mémoriser le poème. Donc il fallait la rime. Après, bon, maintenant... Et l'imprimerie, parce que la rime a continué jusqu'au 18e, 19e siècle. Mais quand l'imprimerie arrive à devenir vraiment une forme très, très importante, déjà la rime n'a plus de sens. Et on voit déjà que Rimbaud, à l'époque déjà du 19e siècle, et même au 17e, mais surtout au 19e, ça commence à dire, bon voilà. Et là, il y a une nouvelle poésie qui arrive, où cette rime qui était très importante, n'a plus le rôle. Par contre, le danger, c'est qu'il faut graver le rythme. C'est ça le problème. Donc, s'il y a une poésie qui n'a pas de rime, il n'y a pas de rythme, alors bon, voilà, c'est un poème, pour être plus précis, des poèmes qui n'ont pas de rythme. Ça peut être des poèmes en prose, hein, mais il faut qu'il ait, d'une part, qu'il travaille les langages, qu'il casse les langages, qu'il déstructure les langages, et d'autre part qu'il garde un rythme. Il garde un rythme. Un type de musique, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ouais, qui transmettent un chant, une musique. Bon voilà, c'est ça un peu. Et aujourd'hui, on arrive à une nouvelle révolution, depuis pas longtemps, on est 20 ou 30 ans, où on ne connaît pas les conséquences. Mais comment on fait pour rentrer dedans? Et quel est le défi des poètes pour s'approprier ces nouvelles techniques? On les voit, il y a des sites, il y a ça, mais je pense qu'on n'a pas encore bien cerné les conséquences du dernier grand changement, que c'est toute cette informatique, etc., sur les poèmes et sur la structure du poème. La traduction. Ah ben la traduction. Est-ce qu'on traduit? On traduit ou, comme on dit les Italiens, On trahit. Traditori. Traduttore e traditore. Trahi. Et je pense que souvent, pour la poésie, plutôt que de traduire, on répique, comme on fait avec les riz. Les riz, tu vois, une époque où les riz a grandi, tu les replantes. À mon avis, on les replante. Donc, tu fais pousser des émotions exprimées en mots dans une autre langue. Donc, c'est ça. Alors. Surtout pas garder la traduction littéraire, parce que là, tu dois te planter. Si tu traduis les mots de manière très littérale, mais c'est très difficile la traduction. Des bonnes traductions de poésie, parce qu'il faut saisir les mots et l'émotion transmise par ces mots et la replanter dans une autre langue. Et là, c'est une bonne traduction. Mais il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse. Parce que c'est un peu... dans les romans, je dirais que c'est pareil presque. C'est des bonnes traductions. Et là, je vais te dire une chose. Quand je lis, je dis que il y a une abondance de mauvaises traductions de poésie. Abondance, parce que les gens font une base de Google et après ils corrigent. Mais non, mais d'abord, pour traduire, d'abord je dirais une condition sine qua non. Celui qui traduit doit être... Sa langue maternelle doit être la langue à laquelle il traduit. Si toi tu traduis au turc, ok, mais toi tu ne peux pas traduire au français. Moi je peux traduire l'espagnol, mais je ne vais pas traduire au français. Mais par contre, il y a des gens qui sont tentés de... Tu vois, peut-être il y a un turc qui connaît bien le français, il est tenté de traduire au français. Il dit, je vais traduire le turc au français. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut être des gens qui sentent la langue dans leur tripes. Tu vois, parce que c'est... La langue, c'est pas... La traduction, c'est intellectuel, mais aussi c'est émotionnel. Donc, et bon, donc pour ça, il faut que les poètes appartiennent à la langue maternelle vers laquelle ils traduisent. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens?
La poésie, je pense que dans l'histoire de l'humanité, la poésie est un besoin. Dans l'histoire de l'humanité, je pense. Je te parle. La poésie est un besoin. Et c'est pour ça que je te dis, la poésie est née même avant l'écriture. Les poèmes est né avant l'écriture. Disons, plutôt que pour parler poésie, disons les poèmes. Les poèmes comme forme condensée du langage. Les poèmes comme forme condensée du langage, et en langue écrite, ou même avec des tam-tams, ou même avec d'autres rythmes. Parce que les tam-tams, par exemple, en Afrique, c'était des messages aussi. Il y a un langage du tam-tam. Donc la poésie, c'est une forme, les poèmes, c'est une forme condensée du langage. Et ça, on a eu toujours besoin de ça. Et surtout avant l'écriture. Après, pour mémoriser aussi, on a eu besoin. Pour transmettre une mémoire. L'Odyssée, l'Iliade, et même les autres grands rites et mythes fondateurs de toutes les civilisations, il y a des poèmes qui sont des poèmes fondateurs. Bon, on arrive aujourd'hui. Je pense que où est le besoin de la poésie? Je dirais que, vu que les besoins techniques, peut-être il n'est plus là, parce que là, pour mémoriser, on peut avoir d'autres échos. Mais je pense qu'il y a un besoin, je dirais, spirituel. Quoi. Il y a un besoin de dire l'homme n'est pas qu'une machine à produire, l'homme c'est quelque chose d'autre. Alors c'est pour ça que la poésie est en rupture avec ce système qu'on vit, parce qu'on prend les hommes pour des outils de production, au point que les vieux qui ne produisent pas, les sous-produits non rentables, on les met dans des maisons de retraite, et c'est la catastrophe qu'on connaît. Donc dire que la poésie on a besoin, mais il faut se battre justement pour redonner besoin de la poésie. Redonner de la poésie signifie redonner à notre sens à l'humanité, à l'homme, à la femme, à ce qu'on vit. Je pense qu'on vit dans un moment de crise complexe, non? Crise à la fois écologique, économique, etc. Et c'est pour ça que le contexte politique n'est pas facile non plus, parce que dans les grands moments de crise, c'est les grandes voix de l'extrême droite, des choses comme ça qui disent ah, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Mais non, mais il faut se battre aujourd'hui justement dans ces moments de crise pour redonner du sens à l'homme, ça veut dire redonner du sens au langage. Parce qu'après tout, on a le langage pourquoi? Pour parler entre nous. Le langage, l'homme, c'est idiot, mais il faut dire pourquoi on a inventé le langage. Le langage, on l'a inventé pour avoir besoin de vivre en communauté. À l'époque, c'était ça. Sinon, on aurait pu vivre sans langage. Mais le langage, c'est une convention des mots, des sons auxquels on donne un sens et que c'est besoin. On a besoin pour exister. Alors, si on vide le langage de la poésie, on vide le langage des sens et on revient à la brutalité. Qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? Voilà. Est-ce que tu étais au marché de poésie des années précédentes? Depuis longtemps? De temps en temps. De temps en temps, oui. Oui. Qu'est-ce que tu en penses en fait à propos? Ah bah, je pense que c'est une bonne chose le marché de la poésie. Il y a un bon effort. Après, c'est un espace. Chacun, après, voir comment s'approprie l'espace là. Moi, je viens, on m'a invité dans une éditoriale qui s'appelle Reflet des Lettres, on m'a invité cette année à exposer mes bouquins. Peu importe quel éditorial, j'ai une table pour moi. Je dis, bon, j'y vais aller. Là. J'expose mes bouquins et je parle avec les gens, des gens sympas, je te rencontre toi, je me fais l'entretien, qui m'oblige à penser. Voilà. Donc, non, c'est bien. C'est bien, le marché de la poésie, ça. Après, bon, toujours. Il y a des choses à améliorer sûrement, mais je ne suis pas les mécanismes profonds du marché de la poésie pour faire des évaluations critiques. J'ai dit, c'est un espace ouvert aux poètes, les gens viennent, rencontrent des gens, peuvent proposer leurs bouquins, voilà. Déjà c'est bien, ça c'est bien. Et qu'il faut qu'ils arrivent à trouver le financement pour continuer avec ça. Parce qu'il y a eu certaines, disons, intentions de ne plus continuer avec le marché de la poésie, sauf qu'il y a savoir. Il y en a, nous deux, ils parlaient de ne plus subventionner. Bon, parce qu'on a besoin d'argent pour toutes ces choses. Merci beaucoup. Donc je vais vous lire de l'ouvrage des Chirures. Et
illustré par Cantaro, qui a fait les tableaux, les illustrations, et traduit de l'espagnol d'Argentine vers le français par Viviano Carlo. Orígenes. Todo nace de un desgarro, de galaxias incandescentes, abuelas en tinieblas, exilio sin fin. Big Bang. Girar, girar, girar. Estrellas, átomos, corazones. Universo. Una gota, un beso, una palabra. Todo nació de un desgarro. Bacterias, amebas, enzimas, brotando de la brilla original. Luego, peces, batracios, reptiles. También humanos, animales, de carne y barro, de agua y sangre. Biblia, Corán, Rigveda, Popol Vuh, misma búsqueda. Explicar en libros sagrados el Tajo creador. Palabras brotando del dolor, palabras ungüento aliviando ignorancia, palabras pájaro cosechando cielos, palabras espada acerando leyes. Dios, dioses, uno, múltiples, mismo miedo, danzar en tinieblas sin péndulos ni amaneceres. Todos nacimos de un desgarro, de madres abiertas en páginas sagradas, de pulmones quemados por el primer aliento, de genealogías degolladas en pueblos perdidos. Imposible cicatrizar. Palabras no nacidas, verbos no formados, calles ignoradas. Todo poema es un desgarro. Palabras en carne viva, corderos en cuclillas, sílabas huérfanas. ¿Quieren saber cómo nace? ¿Quién corta el cordón? ¿Dónde arrojan la placenta del poema? Imposible saber. Si corro desnudo hasta el centro de la plaza, ¿crecerán pieles nuevas para vestir mi desamparo? Si grito desaforado en la boca del olvido, ¿devolverá ecos la memoria del aljibe? Poema, colisión de gritos callados en otras vidas. Muerte es más que un desgarro. Muerte reúne siglos en un instante, vidas en un suspiro, ancestros en la línea de llegada. Muerte, árbol cae, deja el recuerdo de su sombra, mientras el sol finge ignorarlo. Origine, tout né d'une déchirure, des galaxies incandescentes, des grands-mères dans les ténèbres, d'exil sans fin. Big Bang, tournez, tournez, tournez. Étoile, atome, cœur, univers, goutte, baiser, parole. Tout né de la blessure originelle. Bactéries, amibes, enzymes, et puis poissons, batraciens, reptiles, et aussi des humains, animaux de chair et de boue, d'eau et de sang. Bible, Coran, Rigveda, Popol Vuh, livres sacrés pour une même quête, l'entaille créatrice. Mots surgissant de la douleur, mots baume de l'ignorance, mots oiseaux recueillant des cieux, mots épais durcissant les lois. Dieu, Dieu, âme, multiple, la même paire, danser dans les ténèbres, sans pendule ni aurore. Nous sommes tous nés d'une déchirure, des mers ouvertes dans des pas sacrés, des poumons brûlés au premier souffle, des généalogies éclatées, un peuple perdu. Impossible de cicatriser. Mots non encore advenus, verbes non encore formés, rue ignorée.
Tout poème est une déchirure. Les mots, une chair à vif. Les agneaux accroupis, les syllabes orphelines. Vous voulez savoir comment il advient? Qui coupe les cordons? Où va les placentas du poème? Impossible. Si je cours toute nue jusqu'au centre de la place, trouverai-je des nouvelles peaux pour couvrir mon désespoir? Si j'écris dans la bouche de l'oubli, renverra-t-il les échos de la mémoire depuis? Poème, collision des cris enfouis dans d'autres vies. La mort est plus qu'une déchirure. La mort réunifie. Des siècles en un instant, des vies dans un soupir, des ancêtres sur la ligne d'arrivée. Mort, un arbre chute, laisse les souvenirs de son ombre quand le soleil prétend l'ignorer. Merci. Merci beaucoup.